Je déclare ouverte la séance du conseil municipal de ce 24 mars 2021. Donc, nous avons deux procurations. Laure Blancheton a donné procuration à Alexis Bollier. Frédéric Pousset à David Lard. Nous avons 900 non excusés, James David. Non excusé, sauf si il a envoyé une procuration cet après-midi, il y a personne à la mairie, donc on ne peut pas l'affirmer. Enfin, voilà, soit il est absent non excusé, soit il a donné une procuration, mais on ne peut pas savoir la cause. Bien. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander d'approuver le procès verbal du dernier conseil municipal. Vous aurez tous été destinataires, vous l'avez lu, j'espère. Est-ce que vous avez des remarques à faire au sujet de ce procès verbal? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a eu des omissions? Est-ce que quelqu'un a des choses à dire sur ce compte rendu? Apparemment non. Donc je considère que vous votez tous pour l'adoption de ce conseil, du procès verbal de ce conseil. Yannick, tu acceptes? Bon. Ensuite, conformément au Code général des collectivités territoriales, vous devez désigner parmi vous un secrétaire de séance. Je le répète, vous devez désigner parmi vous un secrétaire de séance. Christophe est désigné par vous. Comment? Vous pouvez peut-être le faire à deux. Parce que c'est un gros boulot. C'est un gros boulot et à deux, c'est peut-être plus facile. Voilà. Hein. On va vous mettre Christophe, mais enfin en soutien, Camille, mais vous mettez pas en soutien, c'est vrai. Bien. Donc nous allons entamer l'ordre du jour avec la convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain. Je vous ai fait une petite note d'information sur ce qu'étaient les petites villes de demain. Ce dispositif. Il convient que vous m'autorisiez à signer une convention avec les services de l'État, avec la commune de Pondin, la commune de Constant, que je représente, pour adhérer à ce dispositif. Ce dispositif, au début, c'est surtout un accompagnement pendant 6 ans dans le domaine de l'ingénierie des communes qui ont des projets structurants pour leur collectivité. Donc ça comporte particulièrement l'embauche d'un chef de projet qui va nous aider dans le travail justement de mener à bien notre projet, d'élaborer et de mener à bien notre projet de territoire. Les services de l'État prennent en charge les salaires de ce chef de projet de 45 000 € sur 2 ans. Cette somme n'est pas suffisante pour embaucher un chef de projet, car si on rapporte à une année et au mois, ça représente bien plus d'un SMIC. Donc la communauté de communes, la commune de Pondin et la commune de Constant vont être amenées à compléter le salaire du chef de projet. Ce qui représentera à peu près 3 000 € pour Constant par an, 3 000 € pour Pondin et 3 000 € pour la communauté de communes. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif? Donc, vous avez vu, vous savez que c'était la convention. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai noté comme projet pour nous. C'est passé des en main, ça va évoluer avec le chef de projet. Enfin, il fallait mettre quelques dispositions, quelques projets que vous avez. Donc, pas de questions à ce sujet-là. Donc, qui s'oppose à ce que je signe cette convention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je vais la signer. Je vais passer la parole à notre ami Dominique Bouchon pour les admissions en non-valeur. Ça veut dire des admissions en non-valeur, c'est d'effacer des dettes qui sont irrecouvrables. Elles traînent depuis X temps, donc il faut qu'on les passe en non-valeur, c'est-à-dire qu'on les efface. Je donne la parole à Dominique. Merci. Vous avez tous, vous avez vu, on a investi dans des micros, ce qui évitera à Christophe de se balader avec son micro. Vous pourrez vous passer quand vous allez intervenir, vous en avez
public, je crois, sur vos tables. Dominique. Oui, vous m'entendez, c'est bon. Donc, deux sujets, admission en non-valeur et puis provisionnement pour créance douteuse. Alors, admission en non-valeur, comme vient de le dire Jean-Michel, c'est le terme comptable pour renoncer à une créance qui paraît irrécouvrable, après que le comptable public ait exercé tous les moyens pour essayer de recouvrer cette créance. Donc, quand il n'y arrive plus, il nous fait une proposition d'admission en non-valeur, ça veut dire qu'on renonce à la dette. Alors, à fin janvier, on avait environ 39 000 euros de créances non recouvrées, qui sont essentiellement des loyers ou des repas à la cantine. Donc, au vu de l'état des restes que nous a transmis le comptable public, on a fait une analyse de ce qui était pas recouvrable sérieusement, et donc on vous propose d'admettre en non-valeur sur la période de 2012 à 2019 un certain nombre de créances pour un montant. Alors le chiffre est différent, parce qu'entre-temps on a revu un petit peu, pour un montant de 3 793,30 euros. On a réintégré une créance de 2012. Donc, voilà. Et c'est essentiellement ces créances, c'est des frais de cantine qui n'ont pas été payés. Voilà. Dont aujourd'hui les redevables ne sont plus sur la commune, ont quitté la commune. Ça concerne des sommes qui sont dues parfois depuis plusieurs années, nombreuses années, de gens qui ne sont plus sur le territoire. Donc, voilà, toutes les procédures de recouvrement par les services fiscaux ont été épuisées, et donc on les met en non-valeur. Deuxième chose, c'est le provisionnement pour créer. On va sur chacune si tu veux bien. On va voter d'abord sur celle-là. Oui. Ok. Donc, est-ce que vous avez d'abord des questions sur ces non-valeurs, le passage au mise en admission non-valeur? On n'a pas le choix, tous les moyens pour pouvoir Prends le micro. Épuisé, et il y a des gens qui sont plus là depuis 6 ans sur la commune, je ne sais pas où ils sont. Bien. Donc il s'oppose à ce qu'on admette en non-valeur cette somme de 3 700 et quelques euros. Qui s'abstient? Merci. À toi. Oui, un deuxième sujet lié, c'est le provisionnement pour créance douteuse. Alors les règles comptables ont évolué, comme dans toute réglementation française évolue. Et pour 2021, on a l'obligation maintenant de constituer des provisions dans le budget pour ces créances douteuses. Hein, de façon à ce qu'on anticipe un peu et qu'on n'ait pas brutalement la somme à inscrire en non-valeur. On nous demande au minimum, provisionner 15% des créances anciennes, hein, c'est-à-dire les créances qui ont plus de 2 ans. Donc, une fois qu'on a décidé des non-valeurs, on regarde ce qui reste comme créance, et là, on vous propose toujours sur cette période 2012-2019, donc de provisionner 20% des 8 482,22 euros restant à recouvrir, et donc les 20%, ça représente une somme de 1 700 euros à mettre au budget 2021 en provision. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Donc, qui s'oppose à cette non-valeur, enfin, décision Ce provisionnement. de ce provisionnement au budget prévisible 2021? C'est somme de 2 700 euros. Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, nous allons passer la parole maintenant
à notre technicienne en pastoralisme à la Chambre d'agriculture, qui va vous présenter et vous parler de l'association foncière pastorale. J'ai nommé Camille Dequet. Voilà. Merci Michel. Alors, avec la commission environnement, on travaille sur le projet d'association foncière pastorale. Donc, c'est une association de propriétaires. Je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste un petit peu. Donc, c'est une association de propriétaires qui regroupe des terrains qui peuvent être des terrains publics ou privés. Et en fait, l'objectif, c'est de favoriser la location de ces terrains pour les mettre à disposition d'agriculteurs ou de propriétaires qui voudraient les entretenir. Et en fait, c'est des terrains, on vise des terrains qui sont morcelés au niveau du foncier, où il y a plein de petites parcelles cadastrales, là où il n'y a pas eu de remembrement, ou sur les anciennes, souvent c'est sur les anciens vignobles au niveau des coteaux. Donc, on va dire l'avantage de cette association, c'est que chaque propriétaire reste propriétaire de ces petites parcelles, et que la gestion, elle est confiée à une association, et ça permet d'avoir un seul interlocuteur après. On va préciser, sur des parcelles délaissées en friche en général. Ou elles peuvent être aussi, ça peut être aussi des zones un peu fragiles, entre guillemets, où si jamais l'agriculteur en place s'arrête, on sait que peut-être qu'elles ne seront pas relouées parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de propriétaires. Donc effectivement, l'objectif premier, c'est des parcelles en friche, mais ça peut être aussi des parcelles exploitées, mais soit très embroussaillées, soit un peu risquées, entre guillemets, en fait. Donc l'objectif, l'avantage plutôt, c'est qu'après, les agriculteurs ou les locataires, ils n'ont qu'un seul interlocuteur, c'est l'association. Donc c'est l'association qui va leur louer les terrains avec des contrats de location, qui va encaisser les fermages et les distribuer après à tous les propriétaires. En fait, ça permet, au lieu d'avoir un agriculteur qui va avoir 50 propriétaires pour leur demander l'autorisation et qui ne les retrouve pas tous, il va voir directement l'association et c'est l'association après qui fait bien avec ses propriétaires. Donc voilà, ça marche bien quand il n'y a pas eu de remembrement sur des petits secteurs. L'avantage de cette association aussi, c'est que comme c'est un collectif de propriétaires, ça permet de soulever des fonds pour avoir des subventions, pour faire des travaux de débroussaillage, de réouverture, d'eau par exemple, il n'y a pas d'eau, pour mettre de l'eau pour faire pâturer des animaux, de clôture, des choses comme ça. Donc c'est aussi l'avantage, parce qu'individuellement les propriétaires ne peuvent pas y avoir droit, et les agriculteurs non plus, donc c'est un peu une carotte pour venir exploiter des terrains qui sont difficiles, qui sont pentus, etc. Par rapport, on va dire les enjeux, c'est vraiment de pouvoir entretenir des terrains, réouvrir des paysages, conserver un peu une biodiversité sur des zones de pelouse sèche ou de Natura 2000. Et puis c'est aussi de soutenir, comme sur la commune, des projets d'installation, parce qu'actuellement il y a deux personnes qui essayent de s'installer il y en a une sur les Milanches laitières et puis une en vache allaitante et brebis allaitantes plutôt au niveau du Chanet. Donc c'est vrai que c'est aussi un outil qui permettrait peut-être de faciliter l'accès au foncier pour ces deux futurs agriculteurs. Donc en gros, voilà un peu une association pastorale ce que c'est. Dans les grandes lignes, parce que sinon c'est bien longtemps, c'est que je vous explique tout dans les détails. Et donc là, l'idée, c'est de faire une étude de faisabilité pour voir justement si la croissance, cet outil-là, pourrait être adapté et si les propriétaires ils seraient intéressés pour rentrer dans le dispositif et si derrière les agriculteurs seraient intéressés pour venir exploiter des terrains. Donc là, ce dont on va parler, c'est de faire une étude de faisabilité pour pour voir si c'est intéressant de créer une association foncière pastorale sur le territoire. Donc, cette étude de faisabilité, elle s'articule en plusieurs parties. Il y a tout un volet foncier, on va étudier qui est propriétaire de quoi, et où du coup on va demander aux propriétaires, on va faire un sondage pour savoir si eux ils seraient d'accord ou pas d'adhérer à cette association. Et donc on va construire en lien avec les propriétaires, c'est beaucoup basé sur la concertation, pour essayer de définir un périmètre qui leur convient à eux avec des statuts, un fonctionnement qui leur convient. Il y a aussi tout un volet plutôt technique où on regarde les terrains pour voir dans quel état ils sont, comment ça coûterait de les remettre en état, leur valeur agronomique, leurs enjeux au niveau de la biodiversité. Et puis on va faire le lien avec les agriculteurs ou avec, ça peut être des
ou des personnes, enfin, des propriétaires d'animaux non agriculteurs, on est obligé d'être agriculteur ou même parfois d'être apiculteur, enfin tout ce qui permet d'entretenir l'espace, voir s'il y a des personnes qui sont intéressées en face aussi. Et donc du coup, cette étude de faisabilité, l'idée c'est de voir si les propriétaires sont d'accord et si les terrains, ça vaut le coup de les reprendre et s'il y a des gens derrière qui seraient intéressés pour les reprendre. Et donc ça c'est ce volet-là en fait qu'on souhaite mener dans un premier temps. Donc dans le cadre de cette étude, il y a une demande de subvention qui pourrait être portée par la commune de Poussin et qui fait l'objet de 80% de subvention par la région et par le CADEC. C'est ce premier volet-là qu'on vous proposera au vote tout à l'heure. Et ensuite, si cette étude de faisabilité est positive, si les propriétaires sont globalement d'accord, il y a des agriculteurs motivés, et puis les terrains, ça vaut le coup de les reprendre parce qu'ils ne sont pas trop enfouchés, etc. Et bien derrière, on peut créer une association française pastorale, et là, du coup, c'est une enquête publique. C'est quelque chose de très réglementé. Les propriétaires ils reçoivent un courrier recommandé où on leur demande de voter, etc. Il y a un commissaire enquêteur qui vient, une enquête publique qui dure 2 mois avec la présence d'un commissaire enquêteur pendant 3 jours. Enfin, voilà, tout quelque chose de très formel. Et en fait, à la fin, il y a un vote qui est fait et c'est la majorité qui l'emporte par rapport à l'intérêt général, parce que l'enquête publique qui montre qu'il y a un intérêt à créer cette association. Et il y a des propriétaires qui sont contraints d'adhérer à cette association dans le cadre de l'intérêt général. Donc d'où la phase de l'étude de faisabilité qui est très importante pour qu'on contraigne le moins de propriétaires possible. Mais bon, comme beaucoup, il y a toujours des récalcitrants. Enfin, on le voit avec la fibre actuellement, où il y a toujours des personnes qui sont contre beaucoup de choses parfois. Donc voilà, et ça, ce sera, cette enquête publique et cette phase 2, ce sera fait uniquement si l'étude de faisabilité est positive. Donc l'objectif de ce soir, c'est de prendre une délibération pour valider la demande de subvention auprès de la région pour demander des fonds européens. Là, on va prendre une délibération ce soir. Après, il y aura un dossier de subvention qui sera monté. Derrière, l'instruction elle sera faite pendant l'été et du coup, l'étude elle commencera en gros à l'automne 2021. Ça prend un petit peu de temps pour être sûr qu'on ait obtenu la subvention avant de lancer les dépenses. Et donc après, la agriculture, elle accompagnera la commune dans cette étude de faisabilité. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser qui va monter le dossier de subvention? La Chambre d'agriculture. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser 80% de combien ça va toucher? Tu le dis, parce que je n'ai pas noté les montants là. Ah bon? 80% c'est la participation de subvention européenne, et 20% c'est la ville de Poncin. Voilà, 20% c'est la ville de Poncin. Mais c'est la seule qui commence à engager les finances de la commune. Alors après, ça dépend en fait comment on va le mettre au budget, sur mon investissement ou en fonctionnement. Mais en gros, si on prend le montant le plus élevé, on va dire en TTC, il y aura l'étude Faisabilité. de faisabilité. Non, mais si ça passe, c'est pas grave. Si, ouais, c'est ça, elle est de 7 419 € TTC, et donc du coup, il y aura 80% de financé sur 7 419 €. Après ça. La subvention, c'est sur les retaxes. Ça dépend en fait comment on l'impute au budget. Si c'est en TTC, on met 80% sur le TTC. Si c'est en taxe, si on le met en investissement et qu'on récupère la TVA, on compte le montant en taxe. Et du coup, on touche 80% du montant en taxe. Avez-vous des questions à poser à Camille? Parce que je trouvais que c'est intéressant comme projet. En fait, tu pars sur une surface. Alors en fait, il peut y avoir plein de petites zones. Alors on a commencé à faire un zonage avec la commission environnement. Donc ce zonage, il va bouger. S'il y a des personnes qui pensent à des zones, il ne faut pas hésiter à les donner. En fait, la surface minimum, c'est 50 hectares, parce que c'est à partir de... Total. Ouais, total. Bon, En plein de... Voilà, en plein de... C'est le minimum.
Ça, en fait, c'est le minimum pour bénéficier d'une aide de l'État, comme l'association électrique. Mais bon, enfin, 50 hectares, c'est pas énorme, parce que entre les coteaux, etc. En fait, nous, on avait ciblé un peu les secteurs autour de Brennes, autour de l'EMIA, tout le coteau un peu d'Allemand, un peu la zone Natura 2000. Après, on avait mis des petits morceaux aussi, un petit peu, enfin, au-dessus de Champéon, un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis voilà, après, il y a des zones qu'on ne connaissait pas trop, enfin, puis voilà, ça va évoluer aussi. Ils adhèrent pendant combien de temps? Et ben, en fait, ils adhèrent pendant une durée qui est non déterminé. En fait, c'est les propriétaires qui votent par rapport s'ils sont pour ou contre le projet, et après, ce sont leurs parcelles qui sont dedans. C'est pas le propriétaire. Et si tu veux, le jour où il y a, parce que comme c'est un établissement public, après qui est créé, c'est un peu comme une petite commune en mini, quoi, avec un fonctionnement, avec un comptable public, etc. C'est quelque chose de très cadré, très Parce réglementé. qu'un propriétaire qui loue un terrain à un agriculteur, il signe un bail de 9 ans, je pense, c'est bien ça? Oui. En fait, c'est Le devant s'engage, ça veut dire le que le projet s'engage. Le bail, ça veut dire que votre bail peut être augmenté. En fait, ça n'a rien à voir. Ça ne change pas parce que les conditions de location, ça c'est les mêmes. Elles s'appliquent qu'il y ait une association concert pastorale ou pas. C'est le code rural, c'est comme ça. Enfin, il y a des règles. L'association, après, les propriétaires, une fois qu'ils sont dedans, ils restent dedans jusqu'à ce que l'association elle dit. Le jour où il n'y a plus d'assemblée générale parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe, elle se dispose automatiquement. Donc ça dépend après de l'activité de l'association et des besoins qu'il y en a ou pas. Parce qu'une fois que tous les travaux, par exemple, sont faits, que tout le monde a un locataire, etc., parfois l'association, elle cesse d'elle-même, il n'y a plus besoin de rien. Cette association est rémunérée ou pas? Non. Enfin, en fait, si tu veux... Si on peut entendre des questions, ça serait bien. Pardon? T'as un micro à côté. Un micro. Ça serait bien, et puis les réponses, il y a dedans. Alors, vas-y, recommence, Jérôme. Est-ce que l'association est rémunérée ou pas? Quand on dit rémunéré, ça veut dire quoi? C'est une association qui fait pas de bénéfices. C'est-à-dire qu'il y a toujours un secrétaire, il y a un président. Oui, mais ils n'ont pas de. Enfin, ils peuvent avoir, comme dans toutes les associations, il peut y avoir une indemnité ou un salaire de personne, ça n'arrive jamais, parce que c'est pas des associations qui font du bénéfice, quoi. C'est du bénévolat, enfin, c'est une association. Donc, je renouvelle ma question, est-ce que ça vous paraît intéressant? Oui. La lutte contre la déprise agricole. On va utiliser des terres qui sont utilisées actuellement, qui sont envahies de végétation, etc. Bien, je vois que vous êtes très motivé. Non, mais allez directement. Non, bon, donc on va passer au vote. Hein. Donc ce soir, il faut voter pour savoir si vous êtes d'accord pour qu'on fasse une demande de subvention via la Chambre d'agriculture pour obtenir pour l'étude de faisabilité qui sera faite cette année. Est-ce que certains sont contre? Est-ce que certains s'abstiennent? Merci. On passe au tarif des bornes électriques. C'est Christophe qui s'y colle. Donc il y aura 2 votes à réaliser. Donc suite au projet d'installation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques au parking de la Poste, il convient de déterminer la grille tarifaire pour les usagers. Donc il est proposé des tarifs cohérents avec la majorité des bornes déjà installées aux alentours. Donc on avait eu une réunion avec Bouygues Télécom qui nous a conseillé sur ces tarifs-là. Donc le coût, c'est tout d'abord, la première heure, c'est 2 €. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'est connecté à la borne, c'est 2 € la première heure. Et ensuite, c'est un tarif à la minute qui est de 0,033 € la minute, avec un plafond de 10 €. Voilà. Il y a des questions. Alors, comment ça marche la connexion? Je vais l'expliquer. En fait, c'est des badges
Il faut s'inscrire auprès de Bouygues Télécom, ils vous envoient un badge que vous allez recharger. Donc ça, c'est la première solution. Auprès de votre banque. Comment ? Auprès de votre banque. Oui. Et puis, deuxième solution, c'est une application sur smartphone. Alors l'avantage de cette application, c'est que quelqu'un qui est chez un autre abonné, s'il a cette application-là, peut également payer, voilà, il n'a pas l'obligation d'être avec Bouygues Télécom. Voilà, donc ça c'est les deux moyens de payer. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va déjà voter la grille tarifaire. J'ai une question. Oui, vas-y. 7 heures de consommation, donc on a fait payer 2 €, mais nous, elle nous revient à combien? Parce qu'on a payé de l'électricité auprès des syndicats. Alors attends. Comment? Oui, on gagne un tout petit peu, alors exactement. Ouais, on n'a pas de déficit. Ça nous donne, c'est prévu avec ce tarif-là, c'est prévu que on perd rien du tout. On règle trimestriellement les loyers. Voilà, donc c'est un paiement au trimestre, tous les trimestres, on reverse. D'accord. Et y compris la maintenance ou Non, la maintenance, c'est un contrat de maintenance qu'ils vont nous faire signer plus tard. D'accord. Merci. D'autres questions sur les bornes? Bon, je vais passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la deuxième chose à voter, c'est qu'il convient également de signer une convention de mandat stipulant que Bouygues Énergie et Services fournisseurs de bornes récoltera les recettes pour la commune avec un reversement trimestriel à la collectivité. C'est ce que je vous ai dit, c'est eux qui vont percevoir l'argent et tous les trimestres, ils vont nous rembourser. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien. Donc on passe au point suivant. C'est l'annulation, une demande d'annulation de loyer de la part de M. François Gamet pour 2 garages de Paris. Comme vous le savez, le chantier de la Poste est actuellement en train et il n'y a plus de possibilité à l'heure actuelle de stationnement à la Poste. Et donc, M. François Gamet, qui est un utiliseur et qui est notre locataire à la Poste, depuis qu'il n'y a plus de parking, il ne peut plus travailler. Donc, il nous demande d'avoir une remise de loyer de 1240, je ne sais pas, enfin voilà. 2 mois de loyer, qu'on ne fasse pas payer parce qu'il ne peut plus travailler compte tenu des travaux qu'il y a sur la zone de la Poste. Et de la même façon, 2 personnes qui louent des garages à la Poste ne peuvent plus les utiliser du fait que le terrain est défoncé, qu'ils ne peuvent plus rentrer dans leur garage. Et ils nous demandent, pour 2 mois également, pour 1 mois, de ne pas les faire payer le loyer du garage. C'est de l'ordre de 500 francs, de 500 euros. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pour le même épisode, les gardes de derrière. Ah, mais c'est plus Oui, il y a des dégradations. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va passer au vote. On va séparer. Comment? Par mois. Il a eu 400 euros par mois en plus. Et ça fait 1200. C'est pas bon. Donc, en ce qui concerne M. François Gamet, qui s'oppose à ce qu'on lui fasse une remise de loyer pour une durée de 3 mois pendant les travaux de parking de la Poste. Qui s'abstient? Merci pour lui. Et pour les 2 garages qui sont inutilisables à l'heure actuelle. Une question pour les garages. Il y a plus de garages, il y en a plusieurs garages là-bas. C'est la Ils vont avec les locataires de la Poste. Ils ont
s'oppose à ce qu'on leur fasse cadeau de. Alors c'est 2 mois ou 1 mois les garages. Un mois de location de garage pour ces 2 personnes qui ne peuvent pas l'utiliser actuellement. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Bien. On va passer à 2 affaires qui sont pendantes devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Ce sont les affaires Bernard et Seman. Donc, je vous ai fait un petit topo là-dessus que vous avez reçu. Je vais rapidement reprendre le truc. Donc, Jérôme Bernard, il y a une dizaine d'années, nous lui avons loué une terre en zone naturelle communale pour y exercer une activité de paintball. Tout s'est bien passé pendant des années. Il payait son loyer. Et un matin, on a découvert 22 mobilhomes, plutôt en mauvais état, alignés sur ce terrain, en bordure de la départementale, je ne sais jamais le nom de cette ville à Champignon, on va leur bordure de la ville à Champignon. Donc, bien sûr, j'ai convoqué. Je lui ai donné 3 mois pour les enlever. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je les enlèverai. Depuis, il a dit, l'activité de paintball a cessé. Il a disparu de la circulation. Je lui ai envoyé des courriers recommandés, des mises en demeure. Pas de rien. Le téléphone ne répond plus. Donc, j'ai été conduit à faire porter plainte contre lui devant le tribunal de grande instance pour infraction au code de l'urbanisme. Donc, il y a une médiation pénale qui a été mise en place par le procureur de la République. Vous savez ce que c'est qu'une médiation pénale? C'est une espèce d'entente avant de passer au tribunal entre les parties. Il n'est pas venu, donc l'entente, il n'y en a pas eu. Donc, le médiateur m'a dit qu'il faut les enlever. J'ai dit oui, qui va payer? Il m'a dit où? Il lui a dit qu'il va récupérer l'argent. Si on les fait enlever, ça nous coûtera cher, parce que 22 mobilos qu'on a évacués, c'est pas rien, et on ne s'en jamais payé. Donc, la médiation pénale, quand elle échoué, il va être reconvoqué une fois dans 2 mois devant de nouveau pour une nouvelle médiation, et s'il ne se présente pas, l'affaire ira au tribunal. Donc là, le tribunal va condamner à enlever ces mobilos, avec un délai pour réaliser ce travail, et au-delà de ce délai, il y aura une astreinte journalière à payer, qui est généralement fixée dans ces cas-là à 50 € par jour. Et s'il ne le fait pas, ça monte rapidement. J'ai eu un cas comme ça, une construction illégale sur le terrain agricole. Il avait 4 ans, le type après passer au tribunal pour le faire alors qu'il avait 6 mois. Un jour, le fils lui a réclamé 22 000 €. C'est dire que voilà. Donc, on ne peut rien faire là-dessus. Alors, je ne sais pas, je vais les faire enlever à 2 frais. Ça va nous coûter cher. Je ne sais pas, moi. Jean-Michel, j'ai une question. Oui. C'est bien toi qui es responsable au jour d'aujourd'hui de ces bungalows. C'est-à-dire toi tu fais ce que tu veux, enfin pas ce que tu veux, si tu veux les enlever, tu peux les enlever. Oui. D'accord. Pourquoi on ne le mettrait pas sur un site internet, on donne des bungalows? Il y a des gens qui recherchent la ferraille. Par contre, vous donnez ça, c'est-à-dire il y a plein de sites internet, je ne donnerai pas de nom, qu'on prend des photos, on dit voilà, la mairie vous donne les bungalows, c'est à votre charge de vous en débarrasser. Au bout d'un an, c'est-à-dire la personne qui n'a pas un monsieur Bernard, c'est ça? Oui. Au bout d'un an, nous on s'engage, et là on va s'engager à payer, à de les enlever. Mais par contre, pendant 1 an, on a joué le jeu de le mettre sur un site internet, on le donne. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. C'est une idée qui est bonne. Et au bout d'un an, on va comme ça, on va jouer sur les 2 tableaux. Il faut les faire enlever. On va jouer sur les 2 tableaux. On est gagnant. S'il y a quelqu'un qui veut les récupérer, on est gagnant. Si quelqu'un veut les enlever sans rien nous donner, oui, voilà. La solution elle est là. Et par contre, au cas où, s'il y a personne qui les veut ou quoi que ce soit, nous, pendant 1 an, on peut lui réclamer le temps. Non. Enfin, on peut lui réclamer, c'est-à-dire c'est le fils. Il va lui réclamer. Il faut qu'il passe au tribunal, parce que là, c'est une condamnation pénale, ça. Après, c'est plus possible. Dans les astreintes journalières, non-réalisation d'un jugement, il faut que ça passe par le tribunal. Moi, je ne peux pas me dire. Oui, après, ça, c'est plus notre ressort. Je peux dire, vous devez 50 € par jour de retard.
Mais là, vu qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes, enfin, on est à peu près maîtres, on va dire, de ces bungalows. C'est une idée à laquelle c'est vrai. On prend les photos, on les met sur un site internet, il y a plusieurs sites internet. Ça pouvait intéresser quelqu'un. Si. Il est D'ailleurs de ces bungalows. Je le pense. Parce qu'après, Je ne sais pas pourquoi il les a mis, je ne sais pas qui les a mis, je sais qu'après les avoir mis, il a disparu. voir faire quelque chose, je ne sais pas trop au niveau juridique. Il faut que ça passe par une préemption. Légalement, si ils puissent faire quelque chose, qu'est-ce que quelqu'un sait? Alors, moi, quand on avait découvert les bungalows, je l'avais eu au téléphone. C'est bien lui, le propriétaire, qui les a fait venir parce que justement, je ne sais plus combien il m'avait dit qu'il avait dépensé pour les faire venir. Il voulait les répartir sur le terrain pour faire des caches dans son de paintball, etc. Donc c'est bien lui qui est propriétaire, il les a achetés. C'est lui qui est La propriétaire. question, c'est peut-être ça, celle-là, c'est est-ce qu'on peut justement les enlever comme ça. Voilà. Si le médiateur a autorisé Voilà. l'enlèvement, si le médiateur a autorisé l'enlèvement à la mairie, Le médiateur, il ne donne pas d'autorisation. Il donne des conseils. C'est pas un juge, le médiateur. Je pense qu'on ne peut rien faire tant que le jugement n'est pas posé, parce qu'après, il peut se retourner contre nous, justement. On y a fait Donc la question de le faire enlever à nos frais, elle n'existe pas. C'est le médiateur qui a dit ça, mais tu sais, il dit ça, mais bon. Mais elle n'existe pas. Le médiateur, il cherche une entente entre deux parties. Moi, j'étais tout seul, il me dit il y a qu'à le faire enlever, lui, il s'en fout complètement. Voilà, il y a qu'à les enlever. Alors, je dis à mes frères, il me dit oui, puis vous ferez un bon. Non, mais c'est pas un jugement, ça. Ça veut bien dire que tu es responsable. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Mais là, par Non, contre, je tu sais dois pas pas faire ce que tu veux, mais il faut le donner. C'est-à-dire, à moins que vous voulez dépenser les sous, les deniers de Non, la c'est pas situation. ça, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est-à-dire pourquoi? Ça veut dire que pour l'instant, il faut attendre, en fait, tout simplement, que le jugement. S'il ne se représente pas à la deuxième communication du médiateur, ça va au tribunal, et dans ce cas-là, il faut qu'on attende, en fait. Et c'est pas des opinions, c'est des avis échos, hein, c'est pas. Moi, j'en ai parlé ce soir pour vous tenir au courant, et je ne sais pas si on peut en disposer. Pour 22 échos, ça arrive pas comme ça. Est-ce que tu les as vus, toi, arriver? Non, mais Personne ne les a vus. On a su quand il était. Moi, quand je l'ai vu, il y avait déjà les 22. Oui, c'est l'enseignement. On a fait tout de suite Il y a ce qu'il fallait. Et puis il en a enlevé un ou deux parce qu'il en manque des endroits. Il en a enlevé deux, Et trois. là, les 22, j'ai renvoyé Anthony me faire un procès verbal de concertation. Actuellement, il y en a 22. Si je vous dis chiffre de 22, c'est qu'ils y sont. Si je me rappelle bien, il m'a dit qu'ils étaient arrivés de nuit. Oui, parce que c'est un convoi exceptionnel, hein, normalement, donc ça se trouve. Enfin, tu ne peux pas porter 22 bungalows en même temps. Non, mais si tu fais venir, ils sont venus d'une fois, donc il y a pas de. Enfin, moi, personnellement, je pense que pour l'instant, on peut rien faire, c'est une décision du tribunal. Et c'est pas pour autant que le tribunal va nous dire La question on est. d'engager des fonds pour les faire débarrasser, la question ne se pose pas. Voilà. Alors, Je disais, la question d'engager des fonds pour s'en débarrasser des 22 agicaux, la question ne se pose pas. Non, parce que le médiateur, c'est pas un juge, c'est pas un magistrat, c'est un conciliateur, si tu veux, c'est un conciliateur de justice. Je suis pas allé au tribunal, je suis allé à l'ALEMA, je ne sais pas si vous connaissez l'ALEMA, et normalement c'est un ouverture. Par exemple, je suis allé avec Bouvier, qui a détruit des trottoirs qu'on venait de faire, pour les remettre en état, il y a 3600 €. Je suis allé en médiation pénale avec lui, donc je lui ai dit si vous voulez les 3600 €, on est d'accord, on va passer. Il a dit non, je ne vais pas payer, donc il est allé au tribunal. surtout qu'il y aurait quelque chose à vérifier, parce que là-bas, on n'est pas propriétaire de tout le terrain. Donc déjà, c'est à voir sur qui est le propriétaire, sur lequel sont les bungalows. Les bungalows, ils sont sur le terrain. C'est de l'autre. La majorité. Si, ils sont sur le terrain, c'est bon. Donc, c'était pour information, à mon avis, on ne peut pas prendre de décision. Et on attend le jugement.
Deuxième affaire, l'affaire Seman. Vous la connaissez tous. Hein, vous savez que c'est une maison en construction, je ne me rappelle plus le numéro de la parcelle, au sommet de la rue Paul Palmé, qui a été bâtie par la SARC Seman Frères. Merci. La SARC Seman Frères. Voilà. Et quand le gros œuvre a été terminé et que le toit a été mis, des gens bien intentionnés sont allés mesurer la distance qu'il y avait entre la construction et le mur de séparation avec le domaine public. Le règlement des zones prévoit une distance de 5 mètres. Il y a une distance de combien? 1m50, pas partout. Il y a des endroits où c'est. Oui, ça dépend, mais au plus il y a un endroit, il y a 3 mètres. Et au plus large? On va après, au bout d'un moment, il respecte les 5 mètres, mais c'est parce qu'elle est un peu en pied, c'est pas parallèle à la voilà. Donc, vous savez, moi je suis pas mal sur les durées, vous imaginez bien. Donc, des gens qui doivent bien aimer les semaines sont mesurés et m'ont envoyé un courrier. Donc, j'ai envoyé une liste de vérifier. Et effectivement, il y a une partie de la maison qui est un peu plus près du mur que prévu sur le projet de construire et conformément au règlement de la zone. Donc, c'est mal à ces histoires d'assurance. Les experts sont venus qui ont dit qu'il faudrait découper un morceau de la maison. Le problème, c'est que découper le morceau de maison, ça faisait enlever un mur porteur et les experts en béton ont dit la maison va s'écrouler si vous faites ça. Donc, en fait, on est devant j'étais donc avec son accord d'ailleurs, parce qu'il est très gentil, c'est même Ernest. J'ai dit, je suis obligé de porter plainte pour ton toit. D'abord, j'ai mis en demeure d'arrêter les travaux. Et puis après, comme ça se révélait, j'ai dit, je vais porter plainte pour ton toit pour qu'on arrive à en sortir cette histoire. Donc, j'ai porté plainte. Et le procureur de la République a également provoqué une médiation pénale pour laquelle je me suis rendu à Bourg. Et Ernest Seman également. Il a dit qu'il ne peut rien faire, le conciliateur, parce que je ne peux pas décider de laisser poursuivre les travaux de la maison ou de raser la maison, il n'y a que le juge qui peut le dire. Il m'a donné un conseil. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est pas lui faire raser sa maison, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, bon, c'est qu'il puisse finir sa maison, et puis personne n'a 50 cm, enfin bref. Donc, le médiateur, lui, pas prendre de décision. Donc il m'a dit, je vous conseille néanmoins de faire prendre une délibération par le conseil municipal, comme quoi le conseil municipal serait favorable à la poursuite des travaux, et moi je vais rajouter une phrase, sous réserve du jugement du tribunal du TGI pour Cambras. C'est-à-dire que ça peut influencer un petit peu le président du tribunal, le juge. Si on dit que nous, on n'est pas opposé à ce qu'il continue, mais on ne prend pas la décision de laisser continuer, on dit serait favorable, le conseil serait favorable à ce que les travaux puissent se poursuivre sous réserve de la décision du TGI pour Cambras. Voilà ce que je voulais vous exposer. Donc autant pour Bernard, il n'y a rien à faire, pas de décision à prendre. Est-ce que vous seriez absolument d'accord pour prendre cette délibération? Si vous êtes d'accord, vous le laissez poursuivre et pas le faire détruire ce qu'il a bâti. Voilà. Sous réserve, bien entendu, que cette attitude soit confirmée par le TGI pour Cambras. Alors, vous savez, c'est des histoires de jalousie entre entrepreneurs, enfin, je ne citerai pas de nom, mais enfin, voilà. Ils vont s'amuser à mesurer des trucs, personne n'aurait été imaginé d'aller mesurer quoi que ce soit. Mais, vas-y, merci. Si je peux juste porter une précision, parce que j'habite là-bas, sur l'histoire, en fait, c'était une histoire de hauteur par rapport à la construction qui est en dessous. Donc, Ernest Seman a mesuré toutes ses cotes, et c'est lui qui s'est aperçu qu'il y avait l'angle en bas à gauche de la maison qui ne respectait pas les 5 mètres. Enfin, j'ai un courrier quand même, c'était pas Seman qui m'a envoyé, pour dire j'ai pas construit la maison au bon endroit. Oui, mais je veux dire, c'est. Au début, la contestation portait sur la hauteur de la construction et pas sur cette. Oui, mais j'ai eu un courrier pour cette histoire par rapport aux limites séparatives. Oui, mais je veux dire,
c'est ensuite lui qui enfin, de son fait, il s'est rendu compte qu'il y avait cette mesure qui était. Oui, je te rappelle, il y a quelqu'un qui n'était pas, c'est pas lui, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est quelqu'un qui l'a dénoncé. Voilà. Alors, exactement, c'est moi qui y suis allé. En fait, ce qui a été dénoncé au tout début, c'était que l'emplacement des ouvertures sur la maison n'était pas conforme au permis. Et donc j'y suis allé, j'ai commencé à voir les ouvertures, c'était conforme, et en fait, en même temps, j'ai donc mesuré cette fameuse distance. Tu as mesuré cette distance parce que ça nous avait été. Oui, oui, et puis parce que aussi ça avait été signalé, mais en même temps, c'était des ouvertures, mais c'était pas une question de hauteur de maison, mais c'était une question d'emplacement des ouvertures. Alors, moi, je vous ai fait un compte rendu aussi objectif de la situation, ça dure quand même depuis 5 ans. C'est une verrue au sommet de la route. Bon, de toute façon, on est obligé d'attendre le jugement. Comment c'est ça? Jean-Michel, est-ce qu'il serait logique? Ça fait 5 ans que ça dure. Enfin, moi, comme je suis dans la vie, il serait logique qu'il termine. Oui. Voilà. Mais je peux pas. Oui, après, c'est pas nous, on devra. Si je fais ça, je risque d'avoir une plainte. Bien sûr. Voilà, mais c'est moi qui me vote avec une plainte. Quoi. Alors, si je mets que, sous réserve que cette position soit confirmée par le tribunal de grande instance, ça veut dire qu'on attend la décision du tribunal pour prendre une décision. Tu vois, c'est simplement, d'après le médiateur, influencer un petit peu la décision parce que je pense qu'on est tous d'accord à faire détruire ça. Ça va s'abîmer, Alors, est-ce qu'on prend une telle délibération ou pas? Mais il faut quand même qu'on y aille sur la table des pieds, parce que on ne peut pas dire, nous, on autorise à finir sa maison. On n'a pas le droit. Il n'y a que le juge qui peut le dire. Mais qu'on est favorable à sortir de cette situation en lui permettant de finir sa maison sur réserve du jugement pour lancer le TJ de Congrès. Qu'en pensez-vous? Il aimerait que cette élection se termine. Voilà. Après, c'est des gens qui travaillent très dur. Après, la prochaine fois, il faut qu'ils font attention. Alors, il m'a expliqué que le piquetage avait été fait par ses ouvriers alors qu'il était à Paris, qu'il n'était pas présent ce jour-là. Bref. Après 5 ans d'arrêt de travaux, je pense qu'il a. Voilà. Il a payé. Bon, est-ce que vous avez. Alors, vous noterez bien la phrase comme il faut, les statuts. Le Conseil donne un avis favorable à la poursuite des travaux de construction de ce bâtiment, sous réserve de la décision qui sera prise par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Parce que j'ai pas envie de me soigner une place. Parce que je n'ai pas le droit d'autoriser de mon propre fait. Mais disons, on donne l'avis du conseil. C'est pas une délibération, c'est un avis du conseil municipal sur cette affaire, si vous voulez. On donne notre avis, nous, on pense que ce serait normal qu'il puisse, enfin, qu'on considère que ce serait judicieux de laisser finir. Mais enfin, on s'en remet à la décision du tribunal. Donc, il faudra bien faire valoir ça dans la rédaction du. Oui. De toute façon, c'est enregistré. Ah non. Moi, je pense que c'est pas une délibération. Enfin, on va terminer en disant le maire expose, etc. Ce que je viens d'expliquer. Après, on peut mettre quand même après discussion, le Conseil estime qu'il serait judicieux d'autoriser. Voilà. Oui, il faut qu'on le vote pour Bon, allez, on vote. Après, on peut par exemple, le particulier qui maintenant à 2,50 m voisins, et puis on a autorisé les mains à la. Alors, tu veux qu'on fasse raser sa maison? Tu veux qu'on fasse raser sa maison? Non, mais je t'explique. J'ai expliqué. Je t'explique qu'on ne décide pas d'autoriser. On pense qu'il serait judicieux d'eux, mais que la décision reste au tribunal de Bourg-en-Bresse. Auquel cas, si c'est le tribunal qui décide la poursuite de la construction, on ne peut rien reprocher. Voilà. Le médiateur m'a demandé de l'envoyer. Bien sûr, c'est ce que les gens ont La libération, enfin,
Dans tous les cas, si on montre, on a raison. Parce que si c'est son délibérant, ça sera pas le ben non. Il m'a dit une délibération. Je veux, dans cette délibération, prendre des précautions. Alors, le conseil, après en avoir délibéré, non, je veux dire, qui s'oppose à ce qu'on prenne une telle délibération avec les précautions que je viens de dire. Qui s'abstient? Ok. C'est une situation, puis avec le Covid, etc., toutes ces petites affaires qui n'étaient pas importantes pour un tribunal, ils ont laissé de côté. Donc, ça fait des années. Ensuite, les rythmes scolaires. Bien. Alors, les rythmes scolaires, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Hein. On ne va pas rouvrir le débat. Vous avez manifesté le désir lors d'une précédente séance du conseil municipal d'attendre le résultat du sondage chez les parents. Ce sondage a eu lieu. La majorité s'est révélée favorable au maintien à 4 jours et demi. Nous avons eu hier soir un conseil d'école qui a voté et qui, sa majorité, s'est déclarée favorable à nos maintiens à 4 jours et demi. Ok, donc nous, on doit maintenant délibérer. Donc je vous propose de s'aligner sur le vote des parents, sur le conseil d'école, et de demander à rester à 4 jours et demi. Est-ce que ceci vous convient? Qui s'oppose? Oui. Après, moi je trouve que c'est juste que pour les élus qui sont là, il y en a qui ne sont pas parmi. Ils n'ont pas eu le sondage, ils ne savent pas c'est quoi les avantages de 4 jours. Mais non, la période, je te dis tout de suite, on a discuté longuement de ça. On ne va pas parler des avantages. Non, mais. C'est dommage. Non, mais je vais t'expliquer. La dernière fois, vous m'avez demandé, on se décidera quand on aura le sondage des parents. On a le sondage des parents, vous voulez reprendre la discussion. Le conseil d'école, il y a deux instances qui sont partie prenante qui dans l'opinion compte, c'est le conseil d'école et le conseil municipal. Le sondage des parents, le directeur des services académiques n'en tiendra pas compte. Conseil d'école et nous. Donc, si le conseil d'école a dit hier 4h30, on peut dire 4 jours. Maintenant, la dérogation, elle n'aura pas lieu, ça restera à 4h30. Pour que les choses soient prises en compte, il faut que le conseil d'école, le conseil municipal et les avis similaires. Voilà. Alors, on ne va pas rediscuter les 4 jours, l'intérêt des 4 jours, non. Non. Ah ben, c'est dommage. Vous avez tous reçu en mémoire, dans ma note de synthèse. Mais de toute manière, c'est ce qu'a dit Jean-Michel, c'est-à-dire que à partir du moment où le conseil d'école vote 4 jours et demi, ça ne pourra jamais passer à 4 jours. Oui, s'il vote 4 jours et demi, si le conseil d'école vote 4 jours et demi, ça ne pourra pas, parce qu'il faut absolument l'accord des deux. D'accord, et de la concordance. Ils ne tiennent pas compte des parents. Comme ça a été fait par le conseil d'école, ce qui a été voté hier soir par le conseil d'école, si on dit 4 jours ce soir, ça sera plus 4 jours et demi. Donc on va. Parce que la règle, c'est 4 jours et demi. La règle, c'est 4 jours et demi, donc c'est une dérogation. Donc, si le conseil d'école vote 4 jours et demi. Ce que je vous ai donné. Oui. Alors qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus? Moi, je voulais juste, parce que quand on a reçu, avant qu'on reçoive le sondage, j'ai posé la question à les délégués de parents, je leur ai dit, pourquoi le sondage, on ne le fait pas par internet? Ils ont dit non, nous on ne fait pas confiance à l'école. Du coup, ça m'a choqué. Et j'ai une question à poser à Magali, parce que les parents, pourquoi les sondages, ils étaient numérotés? Ça, je veux savoir. La traçabilité par rapport à qui? Non, pas. C'était l'authentification pour savoir si on avait reçu tous les sondages. D'accord. Et quand vous avez reçu les sondages, vous avez fait ça? On a un tableau, en fait, on a compté. Il y avait que vous, il n'y avait pas l'école, il n'y avait pas les gens de la maison, non. C'était un sondage de parents pour l'école. Donc c'est pas grave, on va. Parce que l'école ne vote pas en fonction des avis des parents, mais en fonction de leur avis. C'est pour ça que le sondage était fait. Et en même temps, Marie, tu peux te poser à 4h30. Jean-Michel, si je peux me permettre, à quoi ça sert? Parce que tout à l'heure on écoutait Christophe, il disait
que le conseil d'école a choisi 4 jours et demi. Oui. D'accord? On choisit 4 jours et demi, enfin, on choisit 4 jours, c'est le conseil d'école qui aura le fameux. Non, c'est pas le conseil d'école, c'est la semaine à 4 jours et demi qui sera le fameux. D'accord. Il faut que tous les partis soient d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait concordance entre le conseil d'école et le conseil municipal. L'année dernière, on devait avoir une concordance entre l'école maternelle, l'école primaire. D'accord. Et c'est pour ça qu'on ça ne bouge pas beaucoup, parce que c'est toujours un petit peu mitigé. Donc là, même si nous on vote 4 jours, si ce soir on vote 4 jours, la gazelle va dire ça reste comme c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle ne va même pas examiner le dossier, si tu veux. Pour respecter les votes des parents, parce que nous, parents délégués, on n'a pas tous voté 4 jours et demi, même si c'était notre propre avis. On a respecté le sondage, qui était 60%, 40% entre guillemets. Donc en fait, comme on était 9, on a eu 5 qui ont voté 4 jours et demi, et 4 qui ont voté 4 jours. On n'a pas tous voté 4 jours. Ça, c'est votre... On a voulu respecter la vous avez voulu représenter le sondage. C'est pour combien d'années là? Parce que je ne comprends pas. Normalement, c'était prévu pour 3 ans à partir de 2020. Qui a sollicité Dazen pour modifier cette année? Je n'en sais rien. Je n'avancerai pas de nom, c'est pas nous. Voilà. C'est vous qui avez demandé à ce que ça soit revu cette année? Non, du tout. Voilà. Non, on a eu, en tant que parents délégués, on n'a eu aucune demande de quelconque parent. Non, mais vous, voilà, et puis vous n'avez pas fait de demande auprès de Dazen. Moi, elle m'a envoyé chercher un jour un courrier. Dazen me dit c'était prévu pour 3 ans, mais si vous voulez une dérogation cette année, à nouveau, il faut refaire un tout cycle. Je ne sais pas qui a demandé, sinon ce n'était pas eu pour 2003, 2021, 2022. D'autres questions? Est-ce que les choses sont claires pour vous dans cette affaire? La concordance entre l'avis du conseil d'école et l'avis du conseil municipal. Et s'il y a discordance, le dossier n'est même pas examiné. D'accord? Pas d'autres questions? Qui s'oppose à ce que le conseil municipal ce soir vote pour la semaine scolaire à 4 jours et demi? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mais rien, c'est pas pour en finir, mais on ne peut pas remettre sur le tapis sans arrêter la même chose. Vous voulez juste que ça soit fait? Franchement, ils ont fait leur sondage, le conseil d'école s'est réuni, tout le monde a voté. Donc il nous reste alors on vous a préparé un papier. Est-ce que vous voulez qu'on vous lise tous les permis de construire, toutes les déclarations d'intention d'abonner, on vous l'a imprimé, vous soyez informés. Alors, pour tout ce qui est travaux, je suis désolé, la dernière fois je vous l'avais envoyé et vous l'oubliez avant. Mais voilà, donc là, vous avez toute la liste, je ne vais pas l'énumérer. Je vous laisse, et puis si vous avez des questions, même plus tard, je pourrais venir me voir sur. On a mis tous les permis de construire. Donc il y a tous les permis de construire et déclarations préalables. Et puis les déclarations d'intention d'aliéner. Et donc ensuite, par contre, je vais vous les donner, c'est les déclarations d'intention d'aliéner parce qu'il y en a pas énormément. Donc, Tovin Régine, au 3 rue du 11 novembre, qui vend à Madame Michiali Fernanda, c'est un bâti. Morel Kenny, au 1 armée Rhin-Danube. Donc pareil, c'est une maison à Dalayanis. Ensuite, Dynacité, donc ça c'est au lotissement de la Ponnière. C'est où la première armée française? C'est au 22, première armée française. C'est pas l'ancienne maison de gouvernement, là, c'est l'ancienne station. Je ne sais pas. Après, donc, Dynacité au Clos de la Ponnière, qui vend à Madame Éclaircie-Mireille. Ensuite, Valenceau Gilbert et Françoise au 751 rue du 11 juillet 44. Donc, pareil, donc c'est une maison à Monsieur Roux Alexandre et Madame Surmont Hélène. Fazio Alexandre, quartier d'en bas,
à Ponsin. Donc là, c'est du non bâti, donc c'est d'un terrain à Madame Forget Alexandra. Et Villacité, encore au Clos de la Ponnière, c'est du non bâti, donc c'est un bout de terrain aussi, à l'association syndicale libre, le Clos de la Ponnière. Ça doit être un espace vert parce qu'il devait être en association. Des questions? Bien, donc il n'y a pas de vote, ce sont des informations que vous avez. Et puis, dernière chose, c'est CI Télécom, c'est pas compris. Oui, alors, moi j'ai une information, parce qu'on aura une personne qui viendra y présenter. C'était suite à une intervention de Gaëtan, ce n'était peut-être pas le dernier conseil, mais celui d'avant, où il nous avait parlé de ces problèmes d'alerte au barrage à Champéillon. Donc j'ai reçu une entreprise. Le problème, c'était qu'ils ne savaient pas comment être alertés en cas de rupture de barrage, parce qu'ils avaient enlevé, EDF avait enlevé le pied de sirène sur Champéillon. Et donc, ils n'avaient plus aucun moyen d'alerte. Et puis la dernière fois qu'il y avait eu donc, une fausse manip au niveau du barrage d'Allemand, ils n'avaient pas été alertés sur Champéillon. Donc voilà, c'était ça. Voilà, donc j'ai reçu une entreprise qui en fait, alors c'est un peu sur le principe d'IWAP d'ailleurs, mais c'est fait spécialement pour tout ce qui est donc le plan communal de sauvegarde et qui lance, donc on peut lancer des alertes pareilles. La différence, c'est que ça lance des alertes sur tout ce qui est téléphone portable, téléphone fixe, email, et que quand quelqu'un n'a pas raccroché, bah, ça rappelle plusieurs fois. Voilà. Et on arrive à voir, grâce à un logiciel, toutes les personnes qui ont pu répondre. Il y a vraiment un recensement de l'entreprise, il y a vraiment un recensement de toute la population et de tous les numéros de téléphone. Alors bien sûr, c'est des inscriptions, donc c'est libre, hein, mais voilà. Mais on fera une présentation, la personne qui était venue, que j'ai reçue, mais elle viendra faire lors d'une réunion d'équipe, ça sera mieux, une présentation de son logiciel. Donc, c'est un abonnement annuel qui est, donc là, il faut on va dire une promotion, c'est 800 € par an. Sur 3 ans, déjà, un contrat de 3 ans. Et puis après, quand on lance des campagnes, en fait, c'est payant. Et donc, une campagne d'alerte, c'est à peu près 12 € pour toute la population. Mais bon, pour l'instant, c'est une information. Et donc, il y aura une personne qui viendra expliquer mieux que moi tout ça. Après, il faut savoir qu'il y a une directive qui va être, on a un peu de retard au niveau de la France, mais qui va être mise en place donc, au plus tard pour 2022. Et qui va obliger donc ça va être mis en place au niveau de chaque département, donc une mise en alerte par appel groupé au niveau de type SMS pour tout ce qui est risque naturel et technologique. Et ça va être mis en place par la préfecture, donc c'est en cours de test dans certains départements, et en plus tard ça sera mis en place dans tous les départements en 2022. Donc du coup... Alors ça, c'est déjà un système qui fonctionne déjà et que ça alerte en fait les élus, les adjoints. Il y aura une liste, on a dû donner une liste. Oui, mais ça fonctionne. Alors ça, c'est le système qui est mis en place actuellement, mais ce qui va être mis en place en 2022, ça sera un appel pour un système en fait pour tous les portables qui sont dans une zone. Et voilà, c'est ce système-là qui va être mis en place au plus tard au moment d'après la directive européenne en 2022. Bon, bah écoute, donc ça ferait la commission plus à part. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Avec Thomas, j'ai l'impression que tu rigoles tout le temps. C'est bien, et c'est la vérité. C'est la vérité, c'est vrai. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Oui, Prends un micro, les gars. C'est la communauté. Oui, la technique avec un truc. Pourquoi? Parce que je l'ai lu, c'est complètement débile. Non, sur ma dernière famille. Ah, pardon, je voulais parler du questionnaire pour les plus de 65 ans. 60. Il me demande si tu es capable d'aller acheter ton pain tout seul. Il y a même temps, pas. Ouais, bon, d'accord. On a reçu un monsieur à la frontière. Deuxième question.
c'est vraiment du temps à perdre. Donc, il demande des bénévoles pour la journée du 12 juin. Vous savez ce que c'est, journée de famille? Oui. C'est la journée festive entre familles. Donc, pour le 12 juin, alors peut-être pas pour le 12 juin, mais la veille et puis le lendemain. Donc, c'est pour monter et installer. C'est à Neuville qu'elle se fera cette année. Donc, c'est une journée festive par an, avec un pique-nique et des animations. Donc voilà, vous avez dû recevoir un joli petit papier Isabelle, demandant si vous étiez disponible pour donner un petit moment. C'est pas obligé d'aller la journée. Arrête de rigoler, Jérôme. Non, je suis volontaire, comme je disais à Isabelle tout à l'heure. C'est bien. J'étais volontaire pour le faire, mais j'attends juste mon planning du travail. Voilà. Moi, j'étais volontaire sur celle de Consin. Une journée. Il est très chaud, j'ai eu beaucoup de soleil, mais c'était sympa. C'est à Neuville-sur-Loire, au cœur du Peuplier. Ouais. Moi, je dois dire, quand on a fait de ma manière de famille à Ponsin, on s'est démerdé tout seul. On a pas eu Pour beaucoup monter et d'aide. démonter, il y avait On des montrera les gens gens. qui étaient venus la journée. Oui, non, mais je sais bien. Enfin bon, je veux dire que. Voilà. Moi, je suis déjà inscrite avec le RAB. Ouais, Avec le RAB. Avec le relais, avec le RAB. Et deuxièmement, je pense que j'étais à la bibliothèque cet après-midi et quelqu'un est arrivé avec un fauteuil électrique et il n'a pas pu rentrer. Et il pourra rentrer parce que je vais faire un petit peu incliner en béton. En béton? Oui. Mais d'ici là, on ne peut pas avoir, il n'y a pas un plan en bois. Parce que des deux côtés, il y a une marche. Où ça? Pardon, ça. À la bibliothèque, il n'a pas pu rentrer là. Il a un fauteuil énorme. Avec plein de matériel dessous. Alors on en a acheté plusieurs pour les bibliothèques, je regarderai. En tout cas, on en a acheté son gymnase. Alors peut-être qu'on arrive. En récupérer un avant de faire le truc en béton. Non, on en a deux au gymnase. Tu peux en passer un gros. Parce que là, il a un fauteuil, il ne peut pas monter, il est énorme. Oui, bon, c'est tout à fait normal que quelqu'un a fait loin qui se fasse faire une bibliothèque. Donc on va quand même donner des livres, mais Oui, non, mais j'aurais pu aller travailler. On veut en occuper ça. Voilà. Et puis. Mais si tu l'as, tu peux le déposer dans le cadre de la bibliothèque. T'as fini? Merci. Il y a quelque chose comme ça. Bon, des questions diverses, je crois. Si, c'est ce que je voulais dire, Aimé. Il faudrait que tu téléphones à la Seine-Prédard pour leur expliquer que les gens en fauteuil roulant qui veulent sortir du lotissement sous le château, ils ont mis du gravier. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Et bien, venez dessus. Il a dit ça sera comme ça et ça restera comme ça. Voilà ce qu'on m'a répondu. On a 2 fauteuils roulants, ils ne peuvent pas sortir. Elle ne peut même pas rentrer dans sa baignoire, monsieur. Dans sa douche. Je te parle des graviers. Ils ont mis une bande de gravier devant les portes, ce qui fait que le fauteuil roulant s'enlise dans le gravier. Les gens ne peuvent pas sortir. Si vous considérez que c'est normal, ben moi je considère pas que c'est normal. Donc il faut les rappeler encore, parce que je vais le faire. Je vais le faire. Oui. On l'a fait pour monsieur, comment il s'appelle? Le fils Mandel. Oui, le fils Mandel. Et puis, où? Ils m'ont envoyé de côté. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai envoyé juste comme ça qu'ils ont loué. Voilà ce que m'a répondu. Bon, je vais bien venir, je vais rappeler le directeur. Après, autre question. Donc, pour le conseil municipal, est-ce que notre ami Michel a des questions à nous poser? Est-ce que tout a été clair et... Vous bénéficiez des papiers que vous consultez au conseil municipal. Je vais envoyer les notes de synthèse parce que ça rend compréhensible certaines discussions.